Salut à tous, ici Ophélie. Vous êtes sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Martin et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Est-ce que vous diriez que gagner un combat 2 fois de suite sur le gong est simplement lié à un gros coup de chance ? Mathias Jardin, jujitsuka de renom français, formateur et compétiteur, fait partie de ceux qui pensent que cela n'est pas un hasard. Il évoque cette citation de Philippe Gabillier: « La chance, c'est une compétence, et en plus, ça se travaille. » Le travail à l'entraînement sur le tatami, Mathias le fournit depuis l'âge de 8 ans. Ancien judoka, il se reconvertit en jujitsuka à l'âge de 18 ans. Le jujitsu est décrit par la Fédération française de judo comme le prolongement naturel de la pratique du judo. Le jujitsu, souvent vu comme un art, est une méthode de défense fondée sur le contrôle de soi et de l'adversaire. En ceinture noire, le plus haut niveau, les combats durent maximum 10 minutes. On peut gagner son combat de 2 façons différentes. Soit en marquant un nombre de points supérieur, soit en piégeant son adversaire techniquement pour qu'il abandonne. Mathias Jardin, 3e au championnat du monde et vice-champion d'Europe, décrit son sport comme un véritable jeu d'échecs. Mais revenons-en à ce fameux championnat d'Europe en 2019 à Lisbonne. Mathias combat en catégorie ceinture noire, moins de 70 kg. Il nous raconte ses 4 combats, le soutien de son professeur et de ses élèves, tous présents ce jour-là. Au travers de son récit, vous pourrez ressentir la détermination de notre champion. Car selon ses mots, il n'y a pas de vainqueur tant que l'arbitre n'a pas levé le bras. Vous êtes prêts les winners ? Alors tous à vos kimonos. Restez vigilants, anticipez et faites confiance à la vie pour le reste. C'est peut-être juste une affaire de chance. Très bonne écoute. Salut Mathias. Bonjour, la gagne. Merci de nous recevoir ici, donc dans les locaux de la CBB à Boulogne-Billancourt. Donc on est monté te voir sur Paris. On est vraiment ravis que tu aies accepté notre demande. Avec grand plaisir. On fait aussi un petit coucou à Johan. Johan Catrin, merci d'avoir donné le contact de Mathias. Mathias, je vais te demander de te présenter tout simplement, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et quel sport tu pratiques. Alors, je m'appelle Mathias Jardin, j'ai 34 ans, je suis accessoirement père de 2 enfants. Et donc dans la vie, je suis donc ancien athlète de jiu-jitsu brésilien. Donc aujourd'hui, je suis surtout tourné vers l'entraînement. Donc je suis coach national de l'équipe belge francophone en jiu-jitsu Newaza et j'entraîne aussi différents clubs à Paris avec des antennes à Bourg-la-Reine et à Boulogne-Billancourt. Je travaille aussi au sein de la Confédération française de jiu-jitsu brésilien où je suis référent sur l'arbitrage national et je m'occupe de la mise en place des compétitions et je distribue en France une marque qui s'appelle Hyperfly qui est des kimono, de jiu-jitsu brésilien et autres accessoires. Tu as tout développé autour donc de ce sport qui est le jiu-jitsu dont tu vas donc nous voilà, parler. jiu-jitsu brésilien, c'est ça. Ouais, dont tu vas nous parler après. Je voudrais revenir un peu dans ton enfance. Toi, quand tu étais enfant, tu es tombé dans ce sport rapidement. Est-ce que tu étais un petit garçon très sportif déjà ? Et comment ça s'est fait en fait Ouais, j'ai commencé à 6 ans le judo. Donc à la base, je suis judoka, je viens du judo, je fais toujours du judo. Donc j'ai commencé à 6 ans, je faisais judo et foot. Tiens, ça va vous faire rire. J'ai fait du foot pendant des années, je faisais les deux. Vraiment, donc je m'entraînais entre mes 6 et mes 10 ans, je faisais 2 entraînements de judo, 2 entraînements de foot, plus les matchs quoi. Voilà, puis un jour il a vraiment fallu choisir un seul sport. Bon, j'étais vraiment bien meilleur au judo qu'au foot. Le choix a été très facile parce que alors moi je suis fils unique et c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt individuel. Le sport d'équipe, j'aime ça pour rigoler, mais quand c'est la compétition, je me préfère seul. Si je gagne, c'est grâce à moi. Si je perds, c'est à cause de moi. Voilà, j'ai du mal à me reposer sur les gens.
et j'aime pas aussi blâmer quelqu'un d'autre que moi, quoi. Tu Donc, préfères être responsable voilà. de ton truc pleinement, C'est ça. quoi. Donc voilà, j'ai fait du judo pendant longtemps, j'ai accédé au sport-études au Pôle France Marseille quand j'avais 15 ou 16 ans. J'ai fait des bons résultats chez les jeunes en judo, mais j'ai jamais été au niveau adulte en judo. Et puis j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien quand j'avais 18-19 ans, un peu par hasard, vraiment. Donc sur le tard Sur le tard, ouais. Enfin, pour l'époque, c'était très jeune. Mais aujourd'hui, ce serait pour le tard. Hein. Ce serait sur le tard. Toi, tu es entraîneur, tu entraînes des enfants? Non, genre en jiu-jitsu brésilien, c'est que des adultes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent le jiu-jitsu brésilien entre 8 et 10 ans. Donc ça se fait. Mais à l'époque, non, ça se faisait pas. 15 ans en arrière, maintenant, ça se faisait pas trop. Donc voilà, j'ai découvert ça. C'est un sport qui vient du Brésil. C'est un sport qui vient du Brésil et puis qui se démocratise de plus en plus. Alors au Brésil, aux États-Unis, et puis grâce au MMA, donc Mixed Martial Arts, donc ce qu'on va appeler le combat libre. On sait pas le vrai mot, hein, parce que c'est pas libre, on n'a pas le droit de tout faire. Mais donc grâce à la médiatisation du MMA, on voit beaucoup de jiu-jitsu brésilien, donc ça permet d'aider le jiu-jitsu brésilien à grandir. Là, on est à tes 18-19 ans, tu attaques tu commences à te mettre à la pratique du jiu-jitsu et là. C'est ça. En fait, je commence un peu par hasard. Je tombe sur un Brésilien qui donnait des cours à Boulogne, justement, à l'époque, et qui m'invite à venir. Et donc, au début, je commence par ce qu'on appelle le grappling, c'est-à-dire c'est sans kimono. C'est le même sport, mais c'est sans kim. C'est en short et en rash guard. Et comme donc, le font le MMA. Voilà, exactement. C'est vraiment la partie au sol du MMA, mais sans les frappes. Il y a pas de percussion, c'est que de la préhension. Donc, je commence par ça. J'en fais pendant 1 an ou 2, un truc comme ça. Et puis mon prof, qui était un Brésilien, qui était super sympa, il me dit ouais, tu viens du kimono, tu viens du judo, tu devrais essayer le jiu-jitsu brésilien. Et donc c'est lui qui me fait découvrir le jiu-jitsu brésilien, qui me présente à un pro du jiu-jitsu brésilien. Et là je me mets au brésilien, donc 2 ans après. Donc là on est en 2008, je crois, ou on est fin 2008, je crois, ou 2009, un truc comme ça. C'est ça, ouais, fin 2008. Et là, je me mets vraiment à faire du brésilien. Et là, je fais ah ouais, d'accord. C'est ça que je veux faire, quoi. T'as tout de suite su que t'avais des qualités pour le jiu-jitsu brésilien? Est-ce que ta pratique du judo a fait que t'es un bon jujitsuka? Jujitsuka, ouais. Jujitero, si tu veux, le vrai mot, le mot brésilien. En fait, déjà, au judo, j'étais pas mauvais au sol. Donc je gagnais pas mal de combats au sol, en compète et tout. J'avais un bon feeling, des bons repères dans l'espace, etc. Donc quand je suis arrivé au jiu-jitsu brésilien, avec tout mon bagage, mon bagage de judo, c'était cool, c'était assez facile, assez fluide. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes. Je suis parti au Brésil direct, 2 mois. Où là j'ai fait un stage, tu vois, de 2 mois au Brésil en ayant 2 ans de pratique. Et là j'ai dit ok, j'ai dit c'est bon, je kiffe. Faut que je reste, faut que je fasse mon trou là-dedans. Sympa d'aller au Brésil en plus. Ouais, en plus sympa. Et en plus c'était à Rio, donc tu vois. Voilà, après j'y suis retourné un paquet de fois. Ça va. Voilà. Et donc je rebondis, tout à l'heure tu as parlé donc du vêtement d'entraînement, enfin de la tenue, pardon. Donc ça a son importance puisqu'on sait qu'au judo on s'accroche du coup aux manches, etc. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer les règles du jujitsu et nous donner un peu les différences fondamentales entre le judo et le jujitsu? D'accord. Alors donc le jiu-jitsu brésilien et le judo se pratiquent en kimono, les deux. D'accord. Le but fondamental du judo, c'est de faire tomber l'autre. Et on a le droit aux étranglements et aux clés de bras. Seulement la clé de bras, la clé de coude. Une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Si vous avez fait tomber l'autre sur le dos, c'est fini. Si vous l'avez étranglé ou si vous avez fait une clé de bras, c'est fini. C'est comme un peu le KO de la boxe. Au jiu-jitsu brésilien, on commence debout aussi, mais faire tomber n'est pas une finalité. On a d'ailleurs le droit de s'asseoir directement, de se mettre au sol directement. Le but, c'est de soumettre l'adversaire avec toutes les clés articulaires. Donc, il n'y a pas que le coude, il y a poignet, épaule, cheville, genou, voilà, tout ce que vous voulez. Tous les étranglements. On peut étrangler de plusieurs façons. On a le droit aussi aux compressions musculaires. En gros, écraser le muscle. C'est des choses auxquelles on n'a pas le droit sur le judo. Et donc, si on arrive à faire ça, c'est pareil, on a gagné, c'est le KO. C'est l'équivalent du KO.
si jamais on n'y arrive pas, il y a des positions qui vont permettre de marquer des points et de savoir qui domine l'autre. Là, ce serait trop technique et on perdrait du temps. Mais voilà, il y a des vidéos. Vous tapez Mathias Jardin, qu'est-ce que le jiu-jitsu brésilien sur YouTube et vous allez tomber sur des vidéos bien faites, bien expliquées. Okay. Voilà. Donc, j'ai plus tout le vocabulaire en tête du judo, mais par exemple le ippon, ça marche pas. Alors, voilà, le ippon, c'est dans le judo, c'est le KO. Okay. Nous, il y a pas de ippon à plat dos. Pour avoir le ippon, il faut faire taper l'adversaire. Faut qu'il abandonne. Donc, soit par des clés articulaires, soit par des étranglements. Donc, la soumission, en fait, ça veut dire que ton adversaire, il en peut plus, quoi. Il abandonne. Clairement. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de soumettre l'adversaire. Et donc, s'il se soumet, t'as gagné, tout simplement. S'il se soumet pas, il y a des points. Je rebondis un petit peu là-dessus. Déjà, salut Mathias. Salut. Merci pour l'accueil. Merci plaisir. aussi de t'être prêté au petit jeu du défi gagne. C'était marrant. Que nos auditeurs auront l'occasion de voir mercredi, la sortie. Qui aura gagné celui-ci, on verra bien. Mystère. Je rebondis là-dessus. Combien de temps dure un combat? Alors, de jiu-jitsu brésilien, c'est classé par catégorie de ceinture. Donc, t'as bleu, violette, marron, noir. Donc, bleu, c'est 6, violette, c'est 7, marron, c'est 8, noir, c'est 10. Donc, maximum 10 minutes. Maximum 10 minutes de combat. Mais il peut durer 10 secondes. Il peut durer 10 secondes si tu soumets l'autre. Exactement. Et généralement, tu fais 4-5 combats par compétition. 4-5 combats, c'est vachement éprouvant. C'est dur, ouais. Physiquement. C'est un peu dur, ouais. C'est un peu dur. Mais c'est comme le judo, hein, ça revient au judo. Comment on travaille justement cette résistance à la souffrance? Tu le travailles à l'entraînement, ça, parce que pour résister sur les clés et tout ça. Alors non, ça t'apprends à pas tomber dedans, parce qu'une fois que t'es pris dans une clé, généralement tu tapes. Donc alors après, il y a des clés qui font plus ou moins mal. Par exemple, tu vois les clés de coude, en vrai, ça fait pas vraiment mal. Tu sais très bien que sur le coude, tu vas te faire une entorse, mais ça va pas trop craquer, quoi. Sur les chevilles aussi, tu sais que tu peux accepter de prendre une entorse de la cheville. Après, quand t'es sur les épaules, sur les poignets, sur les genoux, c'est plus compliqué de résister. Donc, on apprend plutôt à défendre et à pas rentrer dedans, plutôt qu'à résister comme des cons, j'ai envie de te dire, tu vois. Je vais tenir et pas que ça pète, quoi. Donc toi, ouais, ton objectif, c'est en fait d'éviter les techniquement d'éviter la technique et de surprendre ton adversaire par une maîtrise. C'est ça. Donc en fait, les combats, ils sont tout le temps au sol, en fait. Pratiquement, la ça va rapidement au sol. La plupart du temps, c'est au sol et c'est vraiment un jeu d'échecs. C'est ce qui est super intéressant dans ce sport, c'est que c'est pour un néophyte à voir, c'est pas très spectaculaire, mais c'est vraiment je te tends un appât et en fait je t'attrape, quoi. Tu calcules sur beaucoup de coups d'avance et c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment un peu le jeu du chat et la souris. Mais il s'agit d'être le chat, quoi. Est-ce que c'est ça qui fait que tu as choisi ce sport, entre guillemets, à 18-19 ans? Parce que tu dis que ça a été un peu un coup de cœur, en fait. C'est ça, ouais. Alors, en fait, en venant du judo, il y avait de plus en plus de brides. Dans le judo, ils ont changé plein de choses au règlement et tout, et je me sentais un peu frustré, un peu bridé. J'avais plus le droit de faire ci, j'avais plus le droit de faire ça, etc. Et je suis arrivé dans un sport où on m'a dit ah mais t'as le droit ça, ah mais ça aussi t'as le droit, bah ça tu peux, oui ça aussi. Je dis ah ouais putain, on peut tout faire ici. Et en fait je me suis senti vachement libre, tu vois, et j'ai dit ah ouais top. Et comme je suis un peu quelqu'un de créatif, bah je me sentais vraiment plus à l'aise et je trouvais que c'était plus épanouissant pour moi. Et voilà, c'est tout. Et j'avais peut-être aussi quelque part une frustration de pas avoir percé dans le judo, tu vois, j'étais pas assez fort, tout simplement. Et du coup, de l'autre côté, je me suis épanoui dans ça. J'avais des facilités techniques, j'étais souple et tout. Donc voilà. Ouais, voilà, il faut être souple, il faut être tonique, il faut être... Ouais, faut être un athlète. Après, que ce soit... t'as des mecs qui sont moins souples et qui sont très forts. En fait, ton jeu, on appelle ton style, ton jeu, il se définit un peu selon ta morphologie et tes capacités physiques. T'as des mecs qui sont très très grands, très très souples. Ils vont avoir un jeu de mecs très lax, quoi. Et ça va être un style de jeu qui va être plutôt sur le dos. C'est des gens qui vont être sur le dos, qui vont beaucoup défendre. Et puis t'as des petits un peu plus trapus qui vont être plutôt sur l'attaque, sur les contrôles. Eux, ils vont plutôt être au-dessus, essayer de passer, etc. Est-ce qu'il y a des catégories de poids ou est-ce que vous pouvez combattre contre tout le monde? C'est par catégorie de poids, mais il y a quelque chose qui est très répandu dans le jiu-jitsu brésilien et qu'on n'a pas, par exemple, dans le judo, c'est que il y a des absolutes. Absolutes, c'est tous les poids confondus. À chaque compète, t'as l'absolute.
Donc, tu peux y participer si dans ta catégorie de poids, tu t'es classé dans les 3 premiers. Donc, si tu accèdes au podium de ta catégorie de poids, tu peux t'inscrire à l'Absolute le même jour. Donc, ça veut dire que tu peux combattre contre des personnes qui sont bien plus grosses que toi, enfin plus lourdes. Toute catégorie de poids confondue. Sauf quand t'es déjà un pur de sang, tu combats pas contre des purs que toi, généralement, mais voilà. Mais c'est ça. Et ça, je trouve ça top parce que justement, ça permet de voir l'essence même de notre sport qui est de se servir de la force de l'autre, et que c'est pas forcément le plus costaud qui gagne, quoi. Et ça s'est vu et vérifié maintes et maintes fois. Et puis toi, donc ce que t'as bien aimé aussi, c'est que l'arbitre, en fait, il vous laisse un peu libre. C'est ça. Il vous relève pas à chaque fois pour repartir le combat. Exactement. Et voilà, il attend en fait que l'un des deux combattants dise stop. Du coup, t'as bien fait de choisir un peu le jiu-jitsu. Quand on voit un peu ton palmarès, je suis content. C'est plutôt une bonne pioche. Ouais, ça va. Tu peux nous le rappeler rapidement, ton palmarès? Ça va. Si je me souviens pas quelques lignes. Tout. Pas grave, mais... j'ai plusieurs titres de champion de France. J'ai plusieurs médailles européennes. J'ai des médailles mondiales dans une fédération qui s'appelait à l'époque la FILA, qui était la fédération de lutte. Mais j'ai surtout une grosse médaille mondiale qui est dans la fédération internationale de jiu-jitsu brésilien. Voilà, ça, il y a peu de Français qui l'ont fait. On est 3 ou 4, je crois. Donc voilà. Donc j'ai médaille mondiale, européenne et française. C'est vrai que pour arriver à ce niveau-là, je pense que derrière il y a énormément d'entraînement. Est-ce que tu te rappelles à peu près à quelle fréquence tu t'entraînais par semaine? Ouais, c'était minimum 2 fois par jour, 5 jours sur 7. Avec souvent 3 fois. Généralement, je faisais 3 fois le lundi parce que j'étais en forme et 3 fois le mercredi. Et après, je faisais 2 fois mardi, 2 fois jeudi, 2 fois vendredi, samedi, dimanche, repos. Et j'imagine que rien n'est laissé au hasard. Tu fais du cardio, tu fais de la muscu, tu fais ces cadres. On faisait tout. Nous ici, on a la chance à la CBB d'être vraiment dans une enceinte. Donc à CBB judo, un truc qui est très professionnel puisque c'est un club qui est première division. Donc on est encadré de A à Z. Donc ça c'est génial. Donc on a un préparateur physique. Moi en plus, on a la chance d'avoir ici un préparateur physique qui est donc première division de judo, qui est diplômé donc en préparation physique, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien aussi, qui est ceinture noire de lutte à livrer, qui est un sport dérivé aussi, qui se pratique sans le kimono, qui fait de la boxe. Enfin bref, c'est un mec qui est super calé et qui pratique. Donc ça lui permet d'avoir une expertise totale sur nos sports. Donc c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était planification d'entraînement. Et bon, je pense que ça a été très bien géré. J'ai eu aucun souci. Et après, on a accès aussi à des diététiciens, à des nutritionnistes. Vous êtes quand même vachement suivi, on est suivi tout au long de votre carrière. De A à Z, vraiment, il y avait rien qui était... Et du coup, je voulais savoir, lorsque tu fais un championnat du monde, tu es sous la France ou c'est ton club que tu représentes? Voilà, au jiu-jitsu brésilien, c'est un peu particulier. Donc dans la fédération officielle du jiu-jitsu brésilien, tu représentes une équipe. Généralement, même quand tu es français, tu vas représenter une grosse équipe qui va être soit brésilienne, soit américaine. Donc moi, dans mon cas, je représentais une équipe brésilienne. Mais tu restes avec ton drapeau de la France, mais tu représentes un club en fait. Voilà. Après, il y a d'autres fédérations, parce qu'il y a pas mal d'entités dans le jiu-jitsu brésilien, où là, tu pourrais représenter que ton pays, ou comme un championnat plus traditionnel, quoi. Tes premières compétitions, c'était tout de suite quand t'as découvert le jiu-jitsu, tout de suite tu t'y es mis? Ouais, tout de suite, ouais. J'ai fait une première compétition en grappling, donc au bout d'1 an de pratique, un truc comme ça. Et tout de suite, t'as commencé à pouvoir vivre de ce sport? T'as fait des choix par rapport à tes études dur, ou pas? Alors, au début, donc quand j'ai commencé, j'étais prof de judo. Donc je donnais des cours de judo et je m'entraînais à côté. Et arrivé à un moment vraiment où je commençais vraiment à bien tourner, etc. J'ai pris un congé sans solde, je suis parti 6 mois au Brésil en stage intensif. Donc je suis resté à Rio, voilà. Et quand je suis rentré, j'ai refait 1 an de cours de judo et après j'ai pris la décision de plus donner de cours de judo et de me mettre que dans ça. Donc de donner des cours de jiu-jitsu brésilien parce que j'étais obligé de donner des cours pour vivre, quoi. Et de m'entraîner à fond, de donner ma chance de faire mon nom, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ça s'est fait vraiment étape par étape. Étape par étape, ouais. C'était compliqué. Et puis à l'époque, c'était dur vraiment de vivre de ça. Heureusement, il y avait la Confédération française de jiu-jitsu brésilien qui grandissait énormément, où j'ai pu aussi travailler. Donc du coup, ça faisait un petit cash-money en plus, etc. Voilà. Après, j'ai aussi travaillé en boîte de nuit sur Paris. Enfin, je faisais un peu de tout. Hein. Ouais, tu t'es débrouillé
pour pouvoir je me suis vivre débrouillé de ta passion, quoi. Exactement. Okay. Je me suis débrouillé pour vivre de ma passion. Génial. C'est un peu ça le truc. On passe à la gagne. Passe à la gagne. Alors c'est parti. Comme tu le sais, notre marque de fabrique, c'est donc ça, c'est donc de demander à notre invité de bien vouloir nous parler d'une de ses gagnes, donc c'est-à-dire une compétition ou un jour dans sa carrière qui l'a particulièrement marqué. Alors qu'est-ce que tu as choisi, Mathias ? Alors j'ai choisi une journée, mais j'ai choisi ce que je voulais expliquer, c'est que dans ma carrière j'ai remporté énormément de combats dans les 10 dernières secondes ou voire à la dernière seconde, et ça m'est trop arrivé pour dire que c'est de la chance. Et comme dit très bien Philippe Galibier, je crois, il dit la chance c'est une compétence et en plus ça se travaille. C'est pas comme ça. Et il y a une journée, généralement sur une compétition, ça m'arrivait souvent de gagner un combat à la dernière seconde. Ou alors ça pouvait ne pas m'arriver pendant une saison, puis après ça m'arrivait. Et il y a eu une journée où ça m'a fait j'ai eu sur quatre combats, ça m'a fait 2 fois. 2 fois j'ai gagné à la dernière seconde. Et donc c'est de ça dont je veux parler, parce que je pense que l'état d'esprit qui est justement de la gagne, et tant que l'arbitre il a pas levé le bras du vainqueur, tu peux encore gagner. Donc voilà, et puis ça se voit beaucoup en foot, vous qui êtes footeux, les remontadas ou les trucs où il y a 2-0 et puis les mecs ils craquent, ils acculent et ils prennent 3-2 en 10 minutes. Donc voilà. Donc c'est vraiment cet esprit-là, et je trouvais que ça allait bien avec votre podcast. J'aurais pu parler d'autres choses, mais ça je pensais que c'était bien. Est-ce que tu te rappelles un peu de l'année ? Ouais, alors c'était il y a pas si longtemps en plus, où ça m'est arrivé 2 fois, c'était en 2018 ou 2019. C'est une de mes dernières compétitions en vrai. Non, 2018. C'était des championnats d'Europe ? C'était au championnat d'Europe, exactement. Alors à Lisbonne, où j'ai fait 3e. Donc j'ai perdu en demi-finale, il y a pas de repêchage, donc quand tu perds en demi, t'es 3e. Et je fais une bonne journée. Alors c'était une de mes premières compétitions dans ma catégorie au-dessus, puisque donc avant je combattais en moins de 64 kilos. Et puis je me tuais tellement à faire des régimes et tout que c'était plus possible. Et je m'étais dit en vrai le plus gros de ma carrière il est fait. Vas-y, je vais essayer au-dessus, en moins de 70. Donc à l'époque j'étais pas très lourd, je devais faire 67. Je faisais même pas de régime pour être au poids À Lisbonne, tu arrives la veille de la compète ou tu y vas pour te préparer? J'y étais avant, parce qu'avant je coachais des élèves à moi qui combattaient. Donc moi j'étais en ceinture noire déjà, donc tu combats à la fin du week-end, c'est sur la semaine. Donc le lundi, le mardi, il y a les ceintures bleues, il y a les violettes, il y a les marrons. Donc moi j'y étais avant parce que j'avais des élèves qui combattaient. Et donc toi, ta compétition, tu sais qu'elle va se dérouler le samedi et le dimanche? C'était le samedi, moi. Uniquement le samedi? Ouais. Sur une journée. Et donc quand tu arrives à Lisbonne, j'arrive le lundi en fait. J'arrive le lundi puisque le mardi je m'occupe des élèves déjà. Et est-ce que tu connais déjà ton tirage? Nous en fait ce qu'on voudrait savoir c'est comment ça se déroule en fait la compétition. Tu connais déjà ton tirage. Ouais. Il y a combien de participants, d'inscrits? C'est la folie. C'est la folie, ouais. Lisbonne, tout confondu, t'es à presque 4000 compétiteurs. Donc par catégorie, ça représente généralement une catégorie bien fournie, 30-40 personnes. Tu fais 4 ou 5 combats pour gagner, généralement. Et donc ça se déroule, c'est des phases de poule ou c'est un tableau direct, tableau éliminatoire direct. Tu perds, tu rentres chez toi. Tu disais que c'était une de tes dernières compétitions. Est-ce que les athlètes contre qui tu as combattu, est-ce que tu les connaissais? Est-ce que tu savais leurs défauts? Non, franchement, non. Comme c'était dans la nouvelle catégorie, je connaissais personne. Au premier tour, je prends un Français d'ailleurs que je connaissais même pas, tu vois. Alors, donc ça faisait bizarre, tu vois. Mais en fait, il fait pas énormément de compétition, donc c'est pour ça. Et donc je fais le premier combat, ça se passe bien, je gagne le combat. Assez rapidement ou je le domine pas trop mal, mais je l'ai pas fait taper. Donc c'est au point que je gagne au point. Il me semble que si je sais plus, je le fais pas. Ouais, je me souviens plus. Franchement, je me souviens plus de ce combat. Des fois, je me souviens pas. Je sais que je l'ai étranglé à un moment et que vraiment je l'ai étranglé. Je voyais qu'il tapait pas, tu vois. Et je commençais à me cramer un peu les avant-bras. Et donc tu penses un peu tactique aussi, tu vois. Je dis il va me rester des tours derrière. Il restait pas beaucoup de temps, je menais largement. Et je me suis dit je vais pas me cramer les bras, mais j'avais été assez étonné. Je pense qu'il avait bien résisté. J'ai dit tiens. C'est vrai que c'était un peu ça ma question. Tape pas quoi. Tu es tout le temps en fait en train de gérer ton effort. Tu sais que derrière il y a encore des échéances. C'est ça.
Alors après, c'est gérer oui et non, parce que si tu gères trop, tu peux te faire contrer et puis plus être là. Ouais, c'est un savant mélange. Ouais, c'est assez important. C'est assez tactique, ouais. Bah, des fois, tu sais que tu peux te permettre de mettre la gomme pour finir vite. Comme ça, t'auras plus de récup. Et puis, des fois, tu sais que le gars, il est vraiment dur au mal et que ça va pas taper là, qu'il vaut mieux gérer et être sûr d'assurer la victoire et garder du jus, quoi. Est-ce que pendant le match, t'arrives à sentir un peu l'énergie de ton adversaire? Oui, complètement. Tu sens ça. Hein. Tu sens ça. Et puis c'est aussi un jeu mental en vrai. On sent. T'arrives à sentir la détermination aussi des mecs, tu vois. Il y a quoi? Il y a des regards. Tu l'entends souffler comme un bœuf. Tu dis les cuirs. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est un peu ça. Ouais. Bah comme t'es beaucoup au corps à corps, c'est vrai que moi j'ai tendance à écouter des fois le cœur. Tu vois, t'as l'oreille sur le cœur du mec. Et t'entends que ça bat 220 tu dis ah ouais là moi je peux encore mettre un coup de boost, ou alors c'est toi qui est à 2000 et tu mets ton oreille, t'entends tout et là, du coup, merde. Quand ça arrive, ça t'essayes de le bloquer au sol pour récupérer, bah t'as des phases de récup et t'as des phases explosives, ça va dépendre, mais c'est assez marrant comme sport parce que c'est vraiment un jeu d'échecs, tu vois. C'est jamais le même combat. C'est jamais le même combat, exactement. Et t'essayes de sentir la personne et de jouer un peu avec ses émotions aussi, tu vois. C'est à toi de prendre le dessus, puisque c'est un peu dur, mais c'est un sport. C'est un peu un sport de domination, quoi. Le but c'est d'être le dominant, quoi. Donc t'as le droit, t'as les aspects physiques, t'as les aspects techniques, et puis t'as les aspects psychique, j'ai envie de dire, quoi. Mental, vraiment. C'est à toi de prendre le lead sur ça. Et c'est pas forcément évident. Et tu dis qu'il y a tes élèves, donc, qui ont combattu les jours d'avant. Ouais. Donc là, ils te regardent. Ouais, la plupart, ils sont là. Ils te supportent. Ouais, ils supportent. Et même, ils ont un certain niveau, donc ils coachent aussi. C'était ma question. Toi, tu les coaches, mais eux, ils t'aident. Et eux, ils me le rendent très bien. Parce que toi, qui c'est qui te coach, là? Ouais, bah alors, là, il y avait, sur un championnat d'Europe comme ça, c'est un Open européen, ce qui veut dire que comme c'est une très grosse compétition qui est dans le circuit mondial, les Brésiliens viennent aussi. Donc là, moi, j'avais les gars de mon équipe du Brésil, j'avais mon prof même qui était là. Et lui, c'est rare qu'il soit là parce qu'il voyage moins. Mais bon, il y a tous les élèves qui sont là, il y a tout le monde, et j'écoute autant les élèves que mon prof, quoi, parce que ça sert. Donc, lorsque t'es en combat, ton coach qui est capable de te parler en fait pendant le combat, il a le droit. Ouais, il a le droit. Il est sur le côté et tu l'entends. Enfin, t'essaies de l'entendre. Donc du coup, il y a pas que le coach, il y a aussi tes élèves. Il y a aussi les élèves. Et c'est marrant, c'est rigolo, tu vois, par exemple, pour un élève de voir son prof c'est un peu ton mentor, ton prof, tu vois, quelque part, qui lui-même se fait aussi c'est ça. Coacher, malmené et qui se fait coacher. Non, mais c'est déjà je pense que c'est bien de montrer l'exemple, parce que c'est facile de dire aux gars, vas-y, allez combattre, allez vous faire mal, allez vous en prendre plein la tête, et puis toi t'es derrière, tu le fais pas, voilà. Moi je crois vraiment à ça. Alors, je sais qu'on n'a pas besoin d'être un excellent compétiteur pour être un bon entraîneur, mais je crois vraiment à la crédibilité des gens. Et j'ai besoin de ça. Moi, en tout cas, en tant qu'athlète, j'avais toujours besoin de ça. Je pouvais pas recevoir des conseils d'un gars qui, à mes yeux, n'était pas crédible. Oui. Et alors, à mes yeux, ça veut pas dire être champion du monde ou quoi, mais voilà, qui a un certain bagage, une vraie crédibilité. Et donc, je trouvais ça malhonnête d'envoyer des gars et de toi pas montrer l'exemple. Donc voilà, moi j'ai toujours voulu et j'ai toujours fonctionné comme ça, et je continue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un élève t'ait donné une super bonne idée et puis hop, juste après tu l'as soumis l'adversaire, ou pas du tout? Ouais, si, ça m'est arrivé, bien sûr. Si. Ouais, donc... Bah, déjà, ce qui est bien, c'est que les élèves, ils te connaissent très bien, puisque toi, tu bosses avec eux. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais, tu vois. C'est un peu là. Ou même, ou des fois, quand tu t'endors un peu, qu'ils te mettent un petit coup de pied au cul, vas-y, là, fais ça, c'est très bien, fais-le. Hop, c'est un peu là où je veux en venir. Ce qui est cool, c'est que toi aussi, tu peux apprendre d'eux. Tu leur apprends. Ah, bah, alors ça, oui, ça, c'est sûr. Vraiment, on apprend de tout le monde, vraiment du débutant au mec le plus confirmé, et puis il y a pas c'est une chaîne, quoi. Il y a pas de maillon plus important que d'autres. C'est vraiment une chaîne, ça marche en groupe. Et c'est ce qui est bien dans ce sport, qui est un sport individuel, mais qui en fait est très collectif dans le groupe, quoi, dans la façon d'être, qui marche presque comme une secte, tu vois, j'ai envie de te dire, où t'es vraiment galvanisé comme ça pour la gagne. On veut gagner.
Le premier combat donc se finit, donc ça je pense que ça devait être samedi matin. Voilà, c'était ça, samedi matin. Et le deuxième combat, ça enchaîne tout de suite. En fait, c'est sur la journée quoi. En gros, en 3 heures max, ta compète elle est pliée. T'enseignes tout quoi. Donc il faut récupérer quoi. Entre chaque combat, t'as minimum le temps de ton combat de récup. Donc si ton combat c'est 10 minutes, t'as minimum 10 minutes pour récupérer. Tu peux avoir plus. Et dès que t'arrives en demi-finale, t'as le double. Voilà. Si t'es en demi, t'as le double de récup. Donc voilà, donc ça enchaîne assez vite. Et là, je prends un Brésilien. Et de ton club Non, un mec que je connais pas. Et on me dit, je sais plus qui me dit ouais, c'est lui qui a gagné, je sais pas quoi, machin, couille, tout bon. Voilà. Alors moi j'aime bien les trucs comme ça. Plus le mec il a galvanisé. Moi plus le mec il a gagné des trucs, plus ça m'excite. Je fais ah ouais lourd, machin. Et c'est vrai que bon je vois il est dur, il est costaud. En fait bon comme moi je venais de monter de KT, je vois qu'il y a quand même un petit écart physique. Je le sens tout de suite dès que je le prends dans les mains et tout, dès que vraiment sur la première reprise, je sens tout de suite qu'il y a quand même un écart physique et que il va falloir réfléchir. Avantage. Il va falloir réfléchir sur ce combat. Et donc, au tout début du combat, justement, je suis un peu surpris par ça et il me marque 2 points. Lui, il me marque 2 points. Donc il y a 2-0 pour lui. J'ai un peu du mal. Il me domine un peu, etc. Et à un moment, il fait une action où il me déborde et il est en instance de marquer 4 points. Vraiment. Donc, 4 points, c'est le pire. On peut pas mettre plus que 4, quoi. En points seuls. Et, donc moi, je suis aussi arbitre international et tout ça. Donc, je connais bien les règles. Et donc, je vois où je suis dans le tatami. Je suis lucide. Je sais que si je défends et que je sors du tatami, on va nous remettre debout au centre. Et il y aura que un avantage pour lui, d'accord, mais qu'il faut que je fasse une sortie technique. Il faut pas que je fuis quoi. Si je fuis là, c'est moi qui prends une grosse pénalité. Et donc en fait sur ça là, je suis super lucide. Donc avant de me prendre les 4 points, je défends bien et je sors. Donc voilà, pas de souci. L'arbitre arrête le combat, nous remet au début. Il y a un avantage pour lui. Et je vois que lui, ça lui fait péter un câble en fait. Voilà, il pensait avoir les 4 points, il pensait que j'avais fui, ou alors il a compris ma tactique, je sais pas, mais bon voilà. Et en fait, je vois très bien dans ses yeux là que là ça change. Et je regarde le temps, et il reste 25 secondes, tu vois. Il y a 2-0 pour lui, et je dis ah ouais là je vais le tuer. Et là dans ma tête, tu vois, je me dis je vais gagner ce combat. Et bon, je me bats et tout, le gars il était vraiment dur quand même. Et il reste, on se réarrête, je crois, il reste 5 secondes, tu vois. Et là, il y a 2-0 pour lui, un avantage pour lui. Moi, j'avais 2 avantages. Je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais 2 avantages, quoi. Donc, si je mets 2 points, ça fait 2-2. 2 avantages pour moi, un avantage pour lui. Donc, je gagne. Et donc, il reste 5 secondes. Et là, en fait, vraiment, je lui fonce dessus, quoi. Tu vois, machin. Et lui, je sais pas pourquoi, tu vois. Il se met un peu à 4 pattes comme s'il voulait me faire un plaquage. Et donc là, moi, je le récupère, je le contre. 2 points. 2 points, mais sur le gong, vraiment. 2 points. 2 points, 2 avantages pour moi, je gagne ce combat. Et le mec, mais il hurle, tu vois, mais il hurle au scandale et tout, machin. Hein. Et voilà, tu vois, c'est l'esprit. En fait, je regarde le temps, je vois, il reste 5 secondes, mais je me dis pas dans ma tête, je me dis pas du tout, il reste 5 secondes, c'est perdu, tu vois. Je regarde le temps, 5 secondes, tu vois, et vas-y. Et t'inquiète, 5 secondes. Ouais, tu te dis, c'est jouable, quoi. Même pas, en fait. Oui, tu réfléchis pas. Je réfléchis pas, ouais. Je me dis, je continue mon truc, en fait, tu vois. Je continue mon truc, ouais. Je lâche pas l'affaire, tu vois. Donc, t'as rien lâché pendant 10 minutes. Voilà. Et t'as gagné. Et j'ai gagné celui-là. Sur le gong. Sur le gong. Vraiment. Donc là, tu te qualifies pour... Donc là, je me qualifie pour le quart de finale. Quart de finale. Et là, ça enchaîne assez vite. Et je prends un gars que j'avais vu donc sur les combats d'avant, puisque forcément ton adversaire au final vous croisez sur le tatami, tu vois, le gars qui, toi quand tu fais ton premier combat, le mec qui va gagner le combat qui est juste derrière toi, c'est celui que tu vas affronter après. D'accord. Et donc j'avais vu un gars qui était pas mal, un mec de l'Est, un Bulgare ou un Hongrois, je me souviens plus exactement, je veux pas, voilà. Et franchement, le mec, il défonçait tout le monde, tu vois. Il faisait taper tout le monde. D'accord. Et je suis putain, il est relou. Et il avait un jeu que moi, j'aime pas trop, qui me va pas trop, c'est la garde fermée. C'est-à-dire que t'es entre les jambes du mec,
et tu peux pas beaucoup bouger, c'est un peu compliqué, et il fait beaucoup de clés de bras, beaucoup d'étranglements et tout, et c'est vraiment le jeu qui me va pas trop, parce que moi je suis plutôt quelqu'un de mobile et d'aérien, donc j'ai besoin de pouvoir sauter, des trucs, et donc voilà, c'est un jeu qui me va pas trop, et donc au moment où moi je sors, je commence à récupérer, lui il rentre, je commence à récupérer, le temps que je remette ma veste, que je bois un coup, machin et tout, je vois, il a déjà mis une clé de bras, tu vois, je fais, ah putain, fait chier, machin, bon. Donc du coup, j'arrive pour le quart de finale. Et là, c'est un peu le même scénario, sauf que là, je sens que physiquement, je suis au-dessus. Donc, tu dis, il a déjà mis une clé de bras, donc ça veut dire que t'as plus de récup. Enfin, ah non, si. J'ai quand même mon temps. Quoi qu'il arrive, j'ai que 10 minutes alors. Voilà, j'ai mon temps de combat. Parce que lui, il a gagné en une minute. Lui, il a gagné, lui, il a 15, quoi. Donc il a gagné en, je sais pas, 1 minute, 2 minutes. Ouais, il a gagné en 30 secondes, je crois, ce combat-là. Donc toi, ça te réduit potentiellement ton temps de récup. Bah, non, moi, ça me laisse le même temps de récup, mais lui, ça lui augmente le sien. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, voilà. Ah oui, moins drôle. Moins drôle. Moi, j'ai le même temps, mais lui, ça lui augmente le sien. Et on commence le combat. Là, je sens que physiquement, je suis au-dessus. Donc, je me dis que je vais le bourriner un peu pour éviter de tomber dans son jeu à lui. Et bon, là, on se rend un peu coup pour coup, tu vois, 2-0, 2-2, 4-2, 4-4, bon, machin. Et à la mi-combat, il y avait égalité et j'avais plus d'avantages, ouais, c'est ça. Mais je vois qu'il verrouille vraiment, tu vois, il est au-dessus de moi, il bloque tout, c'est très compliqué d'attaquer, il prend pas de risque, j'ai du mal à initier des attaques et tout. Et à un moment, moi, je fais une petite erreur et il me prend en clé d'épaule. Et du coup, je me suis un peu coincé parce que je défends mon épaule. Mais si je bouge trop, bah, mon épaule, elle va être exposée. Mais le temps, il file, quoi. Tu vois. Et donc, je me retrouve coincé. Avec ça, il marque des avantages parce qu'à chaque fois qu'il me met en danger, il va marquer un avantage. Et donc, il garde. Et donc, du coup, ça fait que c'est lui qui mène. Et il verrouille, quoi. Et, évidemment, il reste 1 minute, il reste 30 secondes, je me souviens plus. Mais voilà, il est vraiment sur la clé. Il attend, en fait, que tu lâches prise. Il attend soit que je bouge, que j'expose mon épaule. Et que là, il me l'arrache, quoi, mon épaule. Soit on reste comme ça et il a gagné. Donc pour lui, c'est tout bénef, quoi. Soit toi t'abandonnes et il a gagné. Voilà, ouais. Mais alors, il était pas en position de me faire taper, mais j'étais en danger, quoi. Du coup, si je bougeais, j'allais être en position de me faire taper et tout. Et bah là, pareil, j'entends, parce que là, j'étais vraiment en dessous, là. Il y avait pas d'arrêt, j'étais en dessous de lui. Et j'entends 20 secondes et tout, machin. Et je me dis, bon, bah, là, vraiment, je me dis, je vais donner mon épaule pour faire un renversement, pour moi remonter. Je sais exactement quel mouvement il doit faire pour me faire taper, je vais m'en servir, quoi. En gros, te mettre en danger pour voilà, je me mets en danger pour attaquer, quoi. Je fais un petit sacrifice, tu vois. Et bon, bah, je le fais, je le renverse. Et ça passe. Marche. 2, au moment où je me relève, je vois l'arbitre qui met 2 points. Et là, bip, machin. Et l'autre, pareil, il a cassé 3 tapis de barrière. Sur le gong. Sur le gong. Et il était vert et tout. Et donc voilà, ça m'est arrivé, tu vois, 2 fois dans la même journée. Puis coup sur coup en plus là. Coup sur coup en plus, ouais. Et je me souviens quand je suis sorti de ce combat, il y avait un pote qui est aussi un élève et tout, qui me dit, hey, mais aujourd'hui tu gagnes. Il me dit, c'est sûr tu gagnes. Je me souviens de ça. Et donc après, je vais en demi-finale. Et là, en demi-finale, je prends pareil un Brésilien. Là, je sens que physiquement, il est vraiment au-dessus de moi et c'était une masse et tout. Bon, faut savoir que les Brésiliens, on boit pas la même eau, on mange pas les mêmes bananes et tout. Bon, d'accord, ok. Le circuit antidopage, il est pas très bon. Bref, c'est pas grave. Et ce combat-là, je le perds. Et à la toute fin, tu vois, il reste 10 secondes. Oui, tu vas quand même au bout, il te fait pas taper, quoi. Il reste 10 secondes, je perds et je lui fais un triangle à la volée, tu vois. Un triangle, c'est une prise de soumission où tu viens attraper un bras et la tête entre tes jambes pour serrer. Et en fait, je lui fais ça à la volée, tu vois. Il reste 10 secondes, clac, je le prends. Je serre toutes mes forces, je lui prends le bras, j'essaie de lui péter le bras, mais il reste 10 secondes, le gars, il tape pas. Et il sort, voilà. Enfin, il arrive à se libérer. Bon, là, je perds ce combat. Du coup, je finis 3e. 10 secondes de plus ou voire 20 secondes de plus? Non, il tapait pas? Non, il était bon. Il était vigilant, il était bon. Il avait regardé aussi le combat. Et ce qui était marrant, c'est que quand j'avais vu le mec qui le coachait, c'était le Brésilien que j'avais battu au premier tour, tu vois. Enfin, au 2e tour, là. Donc, du coup, il avait dû lui dire, ouais, sois vigilant jusqu'à la fin. Les 10 dernières secondes. Ouais, voilà. Il était vigilant, il était très bon et tout, il y a pas de souci. Et, voilà. Donc, je perds en demi, donc je finis 3e de ces championnats d'Europe en ceinture noire, ce qui était déjà une bonne performance, il y a pas de souci, surtout dans une catégorie au-dessus. J'étais content de ma journée, un peu déçu d'avoir perdu en demi évidemment, mais voilà, j'étais content de ma journée. Mais donc c'était
pour le truc de la gagne, quoi, vraiment. Ça m'est arrivé plein de fois sur d'autres compètes, sur d'autres trucs où je suis mené et je reviens comme ça, dans le sens où, voilà, on lâche pas jusqu'à la fin. Il y a pas de vainqueur tant que l'arbitre il a pas levé de bras. Rien n'est perdu, quoi. Voilà, il y a pas de vainqueur tant que c'est pas fini le match. Même s'il reste une seconde, il y a de l'espoir. Et ça se voit dans trop de sports. Il y a dans trop de trucs, le basket, le hand, le rugby, le foot, tout ce que tu veux, la boxe, dans tout ce que tu veux, ou le MMA, t'as ça, où tu peux pas te permettre de relâcher. Faut pas lâcher. Jusqu'au bout. Donc voilà, c'était l'histoire de la gagne. Mais c'est vrai, nous on vient du foot, c'est vrai que nous on a eu des coachs aussi pas mal qui nous disaient de toute façon un match c'est 90 minutes plus le temps additionnel et tant que ça n'a pas sifflé, on peut toujours faire les choses et bien sûr. Ça se prouve vraiment avec ce que tu nous racontes. J'en suis persuadé. Et donc ça veut dire que t'es pas du tout du genre à dire voilà, j'ai 2 avantages, on est à égalité, j'ai 2 avantages, il reste 10 secondes, tu vas quand même aller lui marcher dessus, tu vas pas dire Ouais, il faut savoir gérer, mais tu peux pas te permettre la meilleure défense c'est l'attaque. Et est-ce que tu te souviens si ce Brésilien avec lequel tu as perdu en demi-finale a remporté le... Non, il a perdu en finale contre un autre Brésilien. Il avait perdu, il a fait deuxième. Et le gars, l'autre d'ailleurs, était vraiment super fort. J'avais trouvé qu'il était super fort. D'ailleurs, l'année d'après, j'avais vu qu'il avait encore gagné, là, le même gars. Donc, non, vraiment très fort. Donc les 2 premiers Brésiliens et donc toi 3e. En fait, même pas sur le podium. Tout le podium brésilien sauf moi. Parce que de l'autre côté, le Brésilien qui était en finale avait battu un autre Brésilien en demi. Donc il y avait que des Brésiliens sur le podium, sauf moi, j'étais le seul Européen sur le podium. Félicitations. Ouais, merci. Merci. Pour tout ce beau parcours. C'est une belle gagne que tu nous as dit au micro, c'était vraiment top. Tu dirais que tu étais déjà quelqu'un de tenace avant le jiu-jitsu ? Ouais, je pense. Ouais, je pense pas que ce soit le sport qui m'est conditionné, ou plutôt moi qui ai conditionné ma façon de combattre selon qui je suis, quoi, plutôt. Mais ouais, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt tenace, je vais jusqu'au bout des choses, je fais mon truc. Ouais, j'ai jamais été un feignant, quoi, on va dire. Plutôt l'inverse. J'y crois. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu lâches rien. On lâche pas. C'est ça. Y a pas moyen de perdre. Bon, c'est des belles valeurs, j'imagine, que tu transmets à tous tes élèves, et comme tu le dis, une sacrée crédibilité, du coup. On essaye aussi, voilà. Okay. On essaye d'être présent. Donc, tes enfants, ils font du jiu-jitsu ? Alors ils sont encore petits, ils ont 7 et 2 ans et demi, donc tranquille. Oui. Le grand il fait du judo, mais là hélas c'est mal tombé, quoi, pour lui, c'est compliqué avec le confinement, ils font des trucs à distance et tout. Bon c'est pas très rigolo en ce moment le judo, de faire tout seul, tout à distance et tout. Mais après je suis pas dans le truc je veux que mes fils ils fassent ci, ils fassent ça, tu vois, je suis pas du tout moi j'ai envie qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Si mon fils il me disait je veux faire de la clarinette ou du clavecin, je dirais y a pas de problème, tu fais de la clarinette et du clavecin, tu vois. C'est vraiment là, il m'avait dit j'ai envie de faire du judo, on l'a mis au judo. Maintenant s'il me disait j'ai envie de faire autre chose, oui, voilà, moi je les laisse libres, j'ai pas de soucis. Et puis à la base moi je suis fils de musicien, tu vois, donc je devais pas être sportif. Et mon père il m'a toujours s'est levé tous les dimanches, je sais pas combien de fois, à 7h du mat pour m'amener en compétition, alors que lui c'était pas son truc. Donc je pense qu'il faut laisser les enfants libres. Je suis pas du tout dans ça. Dans tous ces sports, les arts martiaux, donc le judo, le jiu-jitsu et tout, il y a quand même des valeurs de respect qui sont super fortes. Enfin, il y a plein de valeurs vraiment humaines, je trouve, que toi t'aimerais quand même, j'imagine. Ouais, ce qui est top dans les arts martiaux, c'est ça, c'est toutes les valeurs humaines, toutes les choses qu'on peut trouver au-delà du sport, qui font que finalement tu deviens quelqu'un sur le tatami, mais ce que tu deviens sur le tatami, tu le deviens en dehors du tatami, en fait. Et ça c'est vraiment cool. C'est sûr que moi j'ai par exemple moi j'ai perdu ma mère jeune à 16 ans. Et vraiment, je sais que le sport, le judo, la façon d'être et tout ça, ça m'a vraiment aidé à combattre ça et à continuer à aller de l'avant. Et je pense que le sport
sport reste un biais vraiment super intéressant pour tous les jeunes qui peuvent être en difficulté, que ce soit socialement, sociétalement, psychologiquement, et encore plus maintenant avec le confinement. C'est pour ça que moi j'en veux énormément, franchement, au gouvernement qui coupe le sport et qu'on voit les jeunes de plus en plus mal, le taux de suicide qui augmente chez les jeunes, etc. Et des jeunes qui sont en dépression ou sous antidépresseurs. Parce que le sport, ça leur fait un bien fou aujourd'hui, à part la télé. Une école de la vie. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un exutoire important, je pense. Du coup, Mathias, tu nous as dit que tu étais donc jeune retraité. Jeune retraité, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, du coup, là, pour la suite? Bah écoute, on peut me souhaiter la fin du confinement, des masques, à des 200% avec toi là-dessus. Voilà, déjà que nos activités reprennent, puisque moi mon activité ça fait plus d'1 an que je la pratique plus. Donc voilà, j'en ai marre de vivre sous perfusion, même si c'est super, on est en France, c'est génial, on a plein d'aides, mais voilà, j'aimerais bien ne plus vivre des aides et gagner ma vie avec ma sueur. Voilà. Et on peut déjà me souhaiter ça, et ensuite voilà, souhaiter longue vie et une bonne santé. Ce sera déjà pas mal, hein. Ouais, ça sera déjà très bien. Pour finir, le mot de la fin. Mathias, ouais. Alors, on a une petite question signature. Vas-y. Si tu devais résumer en 3 mots cette compétition à Lisbonne, au Portugal. En 3 mots. Lesquels seraient-ils? Alors, opportunité, détermination, courage. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mathias. Avec plaisir. Merci la gagne. Ciao, ciao. Longue vie à la gagne. Merci. C'est la fin de cet épisode, les winners, et nous remercions encore Mathias d'avoir répondu à notre micro de Lagan Podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce magnifique sport qui monte en puissance, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram @MathiasBJJ. Merci aussi à Johan Catrin, président de l'ACBB Judo, qui nous a permis de rencontrer Mathias. Si vous voulez nous soutenir, parlez de Lagan Podcast autour de vous. Mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un petit commentaire sur Apple Podcast. On compte sur vous. Si vous nous écoutez via d'autres plateformes d'écoute, telles que Spotify, Deezer ou encore Google Podcast, vous pouvez vous abonner au podcast Lagan. Ça permet, dans un premier temps, de recevoir une notification quand un nouvel épisode sort, et aussi, cela permet à notre podcast d'être mieux référencé et ainsi de le faire connaître au plus grand nombre. Rendez-vous lundi, dans 2 semaines, pour une nouvelle histoire de gagne. On aura à notre micro un grand champion qui vous racontera, comme d'habitude, l'un des plus beaux jours de sa carrière. On reste en contact sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, nous sommes très présents sur Instagram et sur Facebook. On vous dit à très vite les winners, passez une excellente semaine et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.